Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Sophos à l'occasion du rendez-vous des décideurs IT édition 2022. Les sujets qui animent les DSI autour du travail hybride sont nombreux aujourd'hui, mais celui qui les angoisse le plus, qui vous angoisse le plus, est très certainement celui de la sécurité, de la cybersécurité. Aussi, une question se pose, comment gérer sa cybersécurité dans un environnement de travail hybride? Et ça tombe bien, c'est justement la question que nous allons poser à deux experts du sujet en plateau avec nous aujourd'hui. Emmanuel Gosselin, tout d'abord, nous fait le plaisir d'être sur le plateau du rendez-vous des décideurs IT. Bonjour Emmanuel Gosselin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes responsable des ventes France chez Sophos. Tout à fait. Et nous avons le plaisir d'avoir un deuxième expert également de Sophos en plateau avec nous. Bonjour Gilles Sarkis. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau du rendez-vous des décideurs IT. Vous êtes ingénieur avant-vente spécialisé sécurité chez Sophos. Alors Gilles, vous m'avez soufflé une phrase avant cette émission pour présenter Sophos. Sophos qu'on pourrait présenter donc comme le premier éditeur européen de solutions de cybersécurité pour les entreprises. On repose un petit peu le contexte et on va le reposer avec vous, Emmanuel Gosselin. Le sujet cybersécurité, c'est un sujet qui revient très régulièrement quand on parle de travail hybride. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'urgence pandémique, des entreprises qui d'un coup d'un seul ont dû équiper beaucoup de collaborateurs ou de collaboratrices à distance, et on a surtout pensé maintien d'activité, on n'a pas forcément pensé sécurisation de l'intégralité des réseaux de l'entreprise. Aujourd'hui, Emmanuel Gosselin, quelle est l'actualité au niveau des cybermenaces? Alors, au niveau des cybermenaces, ce qui a complètement explosé, c'est la partie ransomware. D'accord. En français, rançon logiciel. Mhm. Elle a complètement explosé, donc on est sur un taux de 66% des entreprises qui aujourd'hui ont été victimes d'un ransomware. D'accord. Et ça a énormément d'impact au niveau des entreprises, puisque on a une étude chez Sophos qui est sortie il y a à peu près 2 ans, qui explique que 50% des entreprises qui ont été touchées par un ransomware font faillite. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de critique pour les entreprises. 50%, c'est énorme, 50%. Ouais, c'est gigantesque. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement critique pour les entreprises. Et aujourd'hui, quand on regarde toute la partie ransomware, elle a complètement explosé en termes de volumétrie, parce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de démultiplier avec les offres cloud toute la partie attaque en ransomware. D'accord. Et donc, toutes les entreprises aujourd'hui sont touchées, de la TPE, PME jusqu'au très grand compte. Il n'y a plus d'exception. Ça veut dire que les hackers en fait industrialisent les attaques et attaquent toutes les entreprises. Oui, et le niveau du fait que vous avez des plateformes de ce type-là qui vous permettent de faire ce genre d'attaque, ça baisse aussi le niveau, donc ça augmente le nombre de personnes qui peuvent faire des attaques sans avoir nécessairement les compétences. Et donc ça permet en fait littéralement de faire exploser les attaques de ransomware. Et donc ça a un énorme impact aujourd'hui. Parce qu'avant, il fallait être un expert finalement quand on était hacker pour attaquer une entreprise. C'est moins le cas aujourd'hui. C'est plus simple avec les solutions qu'on peut trouver. Alors on n'est pas là pour en faire la promotion, mais il faut savoir que ça existe. Sur la volumétrie, c'est plus simple. Après, quand on regarde maintenant l'évolution de toutes les attaques, en fait, on en parlera par la suite, mais il y a la nécessité de faire des attaques de plus en plus sophistiquées, basées sur des attaques manuelles. Donc vous avez d'un côté la partie volumétrique, qui a complètement explosé, qui est industrialisée, si on peut l'exprimer ainsi. Et de l'autre côté, vous avez des gens très spécialisés, très organisés, qui sont là pour rentrer dans des sociétés, dans les systèmes des sociétés. C'est ça, c'est qu'il y a une question de ciblage à un moment. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une cyberattaque aujourd'hui n'est pas forcément une cyberattaque ciblée. Ça peut arriver, ça existe dans certains cas, mais vous pouvez vous faire attaquer sans avoir été ciblé simplement parce que vous avez des automates qui tournent. Voilà, vous avez des automates qui tournent. Et donc, vous nous avez dit que ça concernait toutes les entreprises. Je voudrais revenir sur les chiffres de 50%. Moi, je trouve ça gigantesque, surtout que j'ai quand même pas l'impression que 50% des entreprises du CAC 40 aujourd'hui aient fait faillite ou des grandes entreprises mondiales. Parce qu'ils sont bien protégés. Donc en fait, c'est quoi? C'est des petites entreprises dont on n'entend pas parler qui ont fait faillite suite à une attaque de ransomware. Ouais, tout à fait. Ouais. Gilles Sarkis, je vous vois acquiescer aussi sur le sujet. Ouais, tout à fait. Je confirme ce que dit Emmanuel. Donc aujourd'hui, il y a cette tendance d'hyper-spécialisation des groupes de hackers. Donc il y a ce qu'on appelle le ransomware as a service. C'est vraiment la tendance. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des groupes de hackers qui vont créer des ransomware et qui vont les vendre sous forme de services clés en main. Et d'autres hackers qui vont acheter ces services pour faire des attaques, y compris donc des hackers peu expérimentés. Et d'autres hackers qui vont se spécialiser dans le fait de récolter des données pour vendre à ces hackers qui vont faire des attaques de ransomware des noms, des adresses mail d'entreprises. Donc le ciblage aura été fait en amont.
D'accord, donc on est vraiment sur une industrialisation du secteur, pour le coup, Exactement. de la cyberattaque. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'entreprises qui sont attaquées. Et d'autre part, c'est que le ransomware a muté. C'est-à-dire qu'auparavant, le ransomware classique, tel que d'ailleurs nous-mêmes, particuliers, pouvons être la cible, c'est le fait de chiffrer les données et de devoir payer une rançon pour retrouver nos données. Et oui, on aurait peut-être dû effectivement commencer par là. C'est le principe même du ransomware. Je chiffre vos données et si vous ne payez pas, vous ne récupérez pas vos données. Eh bien aujourd'hui, il y a un nouveau type de ransomware qui est ce qu'on appelle l'extorsion de fonds, chantage à la divulgation de données. C'est-à-dire qu'en fait, les pirates vont pénétrer l'entreprise, commencer à chiffrer quelques fichiers, mais surtout vont extraire de la donnée, pour ensuite soit faire du chantage auprès de l'entreprise en disant nous allons divulguer vos données et donc vous allez perdre votre réputation et vous allez donc avoir un coût en image de marque important. Parce qu'on part du principe qu'il y a des données qui, si elles sont divulguées, ont un impact sur la réputation de l'entreprise. Et puis même qu'une entreprise puisse s'être fait attaquer et que les noms de ses clients soient divulgués, par exemple, ça une perte de confiance. Et d'autre part, il y a aussi une revente de ces données. On l'a vu, par exemple, donc avec la sécurité sociale. Donc l'été dernier, ils ont envoyé un message à énormément d'utilisateurs en disant qu'un certain nombre de personnes qui avaient, en région parisienne, avaient fait des analyses pour le Covid, leurs données avaient été volées et se retrouvaient vendues sur Internet parce que un numéro de sécurité sociale, un nom, des informations médicales, ça a de la valeur. Voilà. Donc il y a plusieurs mécanismes, mais ce qu'il faut comprendre effectivement pour faire passer ce message que toutes les entreprises sont concernées, c'est que d'un côté, en fait, on peut hacker en fait un terminal, mais de l'autre, on peut aussi simplement envoyer un mail de phishing et c'est l'erreur humaine finalement qui va créer la porte d'entrée vis-à-vis ensuite de la cyberattaque qui va avoir lieu. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. On cible des personnes dans l'entreprise par rapport à des informations qu'on peut trouver et on va leur envoyer un message bien ciblé pour les inciter à cliquer sur un lien ou à exécuter une pièce attachée. Emmanuel Gosselin, question qu'on a envie de poser à un expert de la cybersécurité. Pourquoi est-ce que malgré les évolutions des solutions de sécurité aujourd'hui, dont on a quand même l'impression qu'elles sont en pointe par rapport à tous ces sujets-là, les entreprises sont toujours victimes d'attaques? Alors, c'est un vaste sujet. Nous, dans ce qu'on voit en termes d'évolution, on explique aujourd'hui que la technologie permet de contrecarrer beaucoup d'attaques. Mais aujourd'hui, elle ne suffit plus. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de tous nos outils, de toutes nos bases de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, pour pouvoir contrecarrer les attaques, qui sont généralement des attaques qu'on ne voit pas, où on reste dans les systèmes, le pirate va rester dans les systèmes d'un client final pendant des mois pour aller extraire de la donnée. Donc aujourd'hui, les attaques, elles sont très sophistiquées, elles sont invisibles. Bien sûr. Donc on va avoir besoin d'un côté de nos outils, en fait, et de l'autre côté d'experts, donc de l'humain, pour pouvoir aller contrecarrer ces attaques, qui sont des attaques hyper sophistiquées et sur lesquelles on a absolument besoin d'expertise, en plus de ce que nous, on est capable d'apporter aujourd'hui au niveau de nos systèmes. Et ça, c'est toute la tendance du marché aujourd'hui, qui est vraiment de mixer nos outils, l'intelligence artificielle, mais aussi des experts en cybersécurité, pour aller contrecarrer ces attaques ultra sophistiquées et qu'on ne voit pas. Donc, premier élément de réponse sur ce sujet-là, c'est il y a l'équipement, mais il y a besoin parfois d'expertise très pointue sur certains sujets et les deux doivent agir en complémentarité. De plus en plus. De plus en plus. Et toutes nos offres aujourd'hui, sur les deux dernières années, ont évolué par rapport à ça. Parce qu'effectivement, c'est d'une telle ampleur et c'est tellement sophistiqué et imperceptible. Des gens peuvent rester des mois et des mois dans une entreprise sans que ça se voit. Il y a de nombreux exemples qui sont sortis au niveau du marché. Et c'est vraiment la tendance aujourd'hui et c'est là où on a fait évoluer l'intégralité de notre offre, puisqu'on va aujourd'hui du simple antivirus jusqu'à des experts en cybersécurité 24/24, 7/7. D'autres éléments pour expliquer ce contexte actuellement, ou c'est vraiment ce sujet de développement, d'attaques de plus en plus complexes à gérer? Gilles, je vois que vous commencez à réagir. Effectivement, les attaques sont donc de plus en plus complexes avec, comme on dit, une personne derrière le clavier, un adversaire actif. Et aussi, il y a la complexité aujourd'hui du réseau d'entreprises qui
qui permet ce type d'attaque. C'est-à-dire qu'auparavant, si on remonte, on va dire, il y a une vingtaine d'années, on avait des entreprises avec un périmètre très bien défini. Donc, en gros, toutes les données, les serveurs étaient physiquement présentes dans l'entreprise, donc protégées par le firewall, etc. Et aujourd'hui, en fait, on a l'entreprise qui exporte des données dans le cloud, donc des clouds publics, des entreprises qui sont des entreprises qui fournissent du service d'hébergement. Et de l'autre côté, vous avez les utilisateurs qui ne sont plus localement dans l'entreprise, qui sont de plus en plus en télétravail. On l'a vu avec les conséquences de la pandémie. Et donc, du coup, un utilisateur qui est à l'extérieur, qui doit se connecter sur les ressources de l'entreprise, qui se connecte aussi sur les ressources du cloud. Et là, le périmètre ayant explosé, eh bien, il est beaucoup plus difficile de le protéger. Donc, les entreprises se trouvent face à de la complexité. On peut rajouter aussi le fait qu'aujourd'hui, les partenaires d'entreprise, ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, est aussi partie prenante de l'entreprise. C'est-à-dire que on utilise des applications dans l'entreprise, mais dont les ressources se trouvent ailleurs que dans l'entreprise. Et donc, du coup, vous avez des attaques qui peuvent être faites chez le partenaire et qui vont remonter jusque dans l'entreprise. C'est ça, parce qu'il y a des connexions finalement numériques qui permettent de le faire. Exactement, exactement. Ça veut dire qu'en fait, qu'il faut bien prendre conscience aujourd'hui, quand on attaque l'entreprise, on est sur un réseau qui est tellement éclaté que la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut sécuriser l'intégralité de ce réseau. Et face à l'urgence, finalement, d'équipements qu'on a connus sur les 2 dernières années, il y a forcément des failles, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise peut se dire en 2022, malgré l'urgence de la pandémie, je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de faille dans les systèmes que j'ai mis en place ou dans l'organisation que j'ai mis en place en matière de télétravail? Personne ne vous dira ça, y compris nous. D'accord. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Y compris nous. Y compris Sophos. D'accord. Non, ça serait ne pas dire la vérité. Ce serait ne pas dire la vérité. Alors, justement, Gilles, on a envie de vous demander quels sont les principaux aspects liés à la cybersécurité dans ce contexte, finalement, de nouvel environnement de travail hybride. Alors, donc là, il faut penser justement par rapport à cette architecture éclatée. Donc, en fait, il faut s'assurer qu'en tout lieu, il y ait de la sécurité, c'est-à-dire que les utilisateurs travaillant aujourd'hui avec des ordinateurs portables, des smartphones, eh bien, il faut s'assurer que, quel que soit le lieu où ils travaillent, eh bien, ils puissent à la fois avoir une connexion sécurisée vers l'entreprise, mais aussi que leur appareil soit protégé. D'accord. Donc déjà, c'est le réseau, la connexion, la connexion et le réseau, et l'appareil. Voilà, l'appareil, exactement, tout à fait. Et ensuite, il faut protéger, bien sûr, toutes les ressources, c'est-à-dire que les ressources, qu'elles soient en interne dans l'entreprise ou dans le cloud, c'est pas parce qu'on héberge des ressources dans un cloud que le cloud va assurer la sécurité dans le cloud. L'entreprise qui fournit le service cloud va assurer la sécurité du cloud, c'est-à-dire de son environnement à elle. Mais par contre, vos machines qui sont dans le cloud, eh bien, il faut en assurer la sécurité. Voilà. Je dirais que c'est ces 2 aspects-là qui sont vraiment importants. Donc, même si on passe par des grands noms qu'on nommera pas ici du cloud, c'est pas forcément une garantie de sécurité pour l'intégralité des données qu'on a mis dans le cloud. Aucunement, c'est marqué dans les contrats. Emmanuel Gosselin, c'est un sujet qu'on retrouve dans beaucoup de projets chez nos clients actuellement. Qui sont sur la sécurisation des environnements cloud. Donc un manque de connaissances ou en tout cas d'évangélisation sur ce sujet où on pense que le cloud effectivement protège les données, parfois même les sauvegarde aussi, ça c'est un autre sujet, mais et finalement on se rend compte que ça ne va pas jusque-là. On commence à voir ces conversations arriver avec nos clients, nos prospects. Et c'est quelque chose qui devient important. Qui devient important et on commence à prendre conscience effectivement de ces sujets-là. Gilles, je reviens sur donc ces principaux aspects. Donc il y a ce sujet cloud, effectivement, qui n'est pas une garantie à 100%. Il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte. Là, on a parlé terminaux, on a parlé réseau, on a parlé cloud, il y a quand même 3 grandes verticales aujourd'hui de la construction du travail hybride. Peut-être un mot sur l'utilisateur aussi, parce que finalement l'utilisateur, j'ai l'impression que c'est quand même le maillon faible dans cette histoire, une fois sur 2. Alors, moi je préfère dire que l'utilisateur, c'est le dernier recours au niveau de la sécurité. C'est pour ça que l'utilisateur, il est important qu'il soit formé et qu'il soit sensibilisé. Donc notamment, je repense à un client qui travaillait en région et qui avait beaucoup de petites succursales, et il avait donc déterminé des personnes qui étaient le correspondant sécurité dans ces succursales, et il leur donnait des instructions, donc des instructions assez simples. Donc si jamais vous avez cliqué sur une pièce attachée et que vous vous rendez compte que c'est bizarre, il y a peut-être une bêtise,
ne le cachez pas. Les premières choses à faire, c'est vous déconnecter votre machine du réseau. Donc, si vous êtes en réseau filaire, vous débranchez le câble. Si vous êtes en Wi-Fi, vous désactivez le Wi-Fi. Pourquoi? Pour éviter que la menace qui est sur votre machine se propage à travers le réseau. Et deuxièmement, vous arrêtez votre machine pour que si jamais il y a quelque chose, un chiffrement qui est en cours, eh bien ce chiffrement s'arrête, puisque la machine s'arrêtant, le chiffrement va s'arrêter. Et du coup, après, on pourra redémarrer la machine en mode ce qu'on appelle sans échec, et on pourra après faire un travail dessus. Donc ça, c'était des choses essentielles. Et donc, il avait communiqué ça à tous ses correspondants, et ses correspondants faisaient de la sensibilisation régulièrement auprès des utilisateurs, en faisant par exemple un petit déjeuner autour d'une pizza, et en présentant un petit... deux, trois diapos et expliquant les choses. Les gens sont sensibilisés, ils sont contents. Deuxièmement, il est important aussi que l'administrateur réseau ou sécurité soit quelqu'un qui soit ouvert et accueillant quand un utilisateur lui pose une question, de façon à ce que les utilisateurs qui ont peut-être fait une bêtise puissent dire j'ai fait une bêtise, oui, ça, et du coup on va arrêter, parce que le pire c'est de cacher la chose sous le tapis. Et puis troisièmement, c'est de faire des campagnes de tests auprès des utilisateurs, notamment des campagnes avec par exemple des mails de phishing ou des mails des faux mails de phishing, bien sûr. Voilà, qui sont totalement qui ne posent pas de problème, mais qui vont permettre de voir comment l'utilisateur réagit, et derrière de lui faire une petite formation qui soit simple pour les utilisateurs. Donc nous par exemple, Sophos, on a un produit qui s'appelle PhishThreat, qui permet de faire comme ça des fausses campagnes d'email avec soit des pièces attachées, des demandes de mots de passe, etc. Et puis du coup derrière il y a des petites formations avec un petit test derrière, et puis bon voilà, et ben ça, les gens progressent. Ça permet de faire progresser les gens. Donc là, effectivement, on est sur des recommandations ou des conseils aux entreprises pour faire en sorte que de s'assurer d'un niveau de cybersécurité suffisant. C'est amusant, Emmanuel Gosselin, de voir que quand on développe une solution de cybersécurité, on va jusqu'à développer des solutions de test des utilisateurs, et notamment sur des solutions de faux phishing. On va jusqu'à l'éducation en fait, du collaborateur en entreprise. Et ça permet, en fonction des profils, d'établir en fait des scénarios de sécurité plus ou moins forts en fonction des utilisateurs. D'accord, en fonction des accès qu'on peut avoir finalement dans l'entreprise. En fonction des résultats de ce que ça a donné. Donc, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens sur lesquels on va renforcer la sécurité, et d'autres sur lesquels on va mettre un niveau de sécurité normal. Et oui, c'est une vraie question. Alors ça, j'imagine que ça dépend un peu de la politique de chaque entreprise, mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas passé le test finalement du faux phishing? Emmanuel, pour commencer, je vois que vous avez tous les deux envie de réagir, mais Emmanuel, pour commencer. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Il y a des entreprises sur lesquelles il y aura des cycles de formation qui sont prévus, qui vont permettre de faire progresser les gens. Et puis, quand on est sur des structures où on n'a pas les ressources pour faire ce genre de choses, à ce moment-là, voilà, c'est plus des discussions internes, c'est des choses comme ça. Donc, c'est de l'adaptation permanente, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que c'est pas quelque chose aujourd'hui de commun. Bien sûr. Les gens connaissent. Voilà, c'est des choses sur lesquelles ils sont pas attendus. On les attend pas là-dessus, on les attend sur d'autres critères. Alors que ça devient critique et stratégique pour l'entreprise. Gilles, vous vouliez réagir également? Oui, je dirais que c'est une saine émulation. Moi, ça me fait penser, donc nous en interne Sophos, on se fait régulièrement tester de cette façon-là. Donc le but, c'est que ça ne soit pas du tout punitif. Le principe, c'est vraiment d'éduquer les personnes. Et en fait, je m'en souviens très bien, une fois avant Noël, j'ai reçu un email où il y avait marqué qu'on allait, vous pouvez, en cliquant là, gagner. Sophos nous offrait la possibilité d'avoir un bon pour aller dans un spa. Et donc j'ai cliqué, je me suis fait avoir. J'étais vraiment pas fier, parce que je suis normalement le premier concerné. Je peux vous dire que maintenant, je fais super attention. Et l'autre avantage de ces solutions... Donc il n'y avait pas de spa à la fin? Non, il n'y a pas de spa. Il y a eu un petit pop-up qui m'a dit... Vous êtes fait avoir. Ça aurait pu être une attaque. Donc maintenant, faites la formation. Donc j'ai fait la formation. J'ai effectivement fait le petit test. Et quand on suit la formation, c'est des formations très simples. On réussit le test à coup sûr. C'est un petit QCM. Le test dure 10 minutes en tout. Et surtout, c'est qu'après, vous avez la possibilité de signaler quand vous avez un mail suspect. Vous avez donc un add-in dans Outlook, et vous pouvez cliquer et dire voilà, ça c'est du spam, et donc aujourd'hui c'est ça. Donc du coup aujourd'hui on devient actif dans la chasse au spam, au phishing et aux attaques email. Mais ça ne marche que si c'est fait de manière collective, parce que s'il n'y en a qu'un seul qui clique sur spam, ça ne suffira pas effectivement à identifier de manière globale, mais effectivement chacun doit amener sa pierre à l'édifice. J'ai encore envie de vous poser une question, Emmanuel Gosselin, dans le sujet cybersécurité, on a toujours quand même l'impression que c'est un sujet qui concerne les grosses entreprises, les grandes entreprises. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est elles qui sont attaquées, parce que c'est elles qui ont les moyens de payer des rançons, et que c'est celles pour qui c'est le plus critique
de subir ces cyberattaques, notamment d'un point de vue réputationnel. Et puis, donc ça, on y a répondu, effectivement. On a compris comment fonctionnent les hackers aujourd'hui. Et puis, on a aussi l'impression que c'est un sujet de grandes entreprises, parce qu'on a l'impression qu'avoir un système de sécurité optimal et suffisant pour se défendre, de toute façon, c'est un coût que ne peuvent supporter que les grosses entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui sur ce sujet-là? Alors la cybersécurité, ça concerne toutes les entreprises. Bien sûr. Ouais. De la TPE, PME jusqu'au très grand compte. On ne peut plus faire de distinction. Quand vous regardez aujourd'hui la répartition en fait, entre les différentes segmentations de clients finaux au niveau de Sophos, on est sur un tiers, un tiers, un tiers. D'accord. Un tiers PME, PMI, un tiers ce qu'on appelle le mid-market et un tiers sur les très grands clients qu'on appelle l'entreprise. Donc en fait, ça touche absolument tout le monde. Il n'y a pas de distinction en fait. Hein. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, une des questions aujourd'hui du marché, c'est plutôt les cyberassurances qui demandent en fait de plus en plus de choses aux entreprises en termes d'équipement, en particulier des solutions de type EDR, XDR. Et aujourd'hui, qu'on soit une toute petite entreprise ou une très grande entreprise, on a cet enjeu de sécurité qui est vraiment... il n'y a pas de distinction aujourd'hui et en même temps, on a des contraintes par rapport aux assureurs qui commencent vraiment à demander à ce que certains types d'outils que nous fournissons soient mis en place dans les sociétés et pas de notion de taille. Voilà. Et est-ce que du coup, ça coûte très cher pour une petite entreprise de s'équiper ou ça va... Enfin, c'est la crainte que peuvent avoir effectivement les RSSI ou les DSI qui nous écoutent? Oui, alors c'est toujours à mettre en regard, effectivement, j'imagine, du coup que ça aura le jour où on sera fait attaquer. C'est vrai. On a différents niveaux de solutions. On a aussi des modes pompiers quand il y a des attaques. Bien sûr. Oui. Voilà. Donc, en fonction des différentes tailles d'entreprise, on a tout un panel de solutions et puis s'adapter au nombre d'utilisateurs, tout simplement. Voilà, pour répondre à ceux qui se posent la question, qu'ils fassent partie de grosses ou de petites entreprises sur le sujet sécurité, parce qu'effectivement, ça touche tout le monde. Et j'imagine que c'est quand même un sujet assez angoissant pour un certain nombre de gens qui nous écoutent quand on doit se porter garant d'un parc informatique ou d'un environnement de travail hybride qu'on veut plus agile, plus flexible, plus performant, mais en même temps où il y a des contraintes de sécurité derrière à gérer. Merci en tout cas à vous deux. Merci Gilles Sarkis, ingénieur avant-vente spécialisé sécurité chez Sophos, de nous avoir partagé votre expertise. Merci Gilles Sarkis. Merci Nicolas. Merci également Emmanuel Gosselin. Merci Nicolas. Je rappelle que vous êtes responsable des ventes France chez Sophos. Merci également de nous avoir accompagnés sur ce sujet de la cybersécurité, de la gestion de sa cybersécurité dans un environnement de travail hybride. Et évidemment, merci à vous de nous avoir suivis depuis le plateau du rendez-vous des décideurs IT.